Vous êtes-vous déjà demandé d'où venait l'inspiration de Eiichiro Oda pour l'écriture de One Piece? Vous savez, ce manga qui a captivé nos cœurs, avec ses personnages légendaires, ses aventures épiques et ses mystères sans fin? Eh bien, dans cette vidéo, nous lèverons l'encre sur les mystères qui entourent les personnages de One Piece. Des vrais pirates audacieux aux histoires étonnantes. Nous embarquerons dans un voyage à travers les siècles pour découvrir les origines cachées de l'équipage de Chapeau de Paille. Alors que vous soyez un fan inconditionnel de One Piece, ou juste un passionné d'histoire de pirates, si on parcourait ensemble les histoires des vrais personnages qui ont inspiré les héros de One Piece. Ça vous intéresse ? One Piece est un manga et une série originale créée par Eiichiro Oda. Il est considéré comme l'une des œuvres les plus importantes et influentes de l'histoire du manga, ayant même dépassé en popularité des mangas célébrissimes comme Naruto et Dragon Ball. Ouais, c'est possible. L'histoire de One Piece suit les aventures de Monkey D. Luffy, un jeune homme qui cherche à devenir le roi des pirates en trouvant le trésor légendaire connu sous le nom de One Piece. Pour atteindre son objectif, Luffy assemble un équipage de pirates intrépides, ayant chacun des compétences et des rêves uniques. Et ensemble, ils se lancent dans un voyage épique à travers le monde fantastique, rempli d'îles mystérieuses, de créatures étranges et de personnages hors du commun. Le récit mêle action, comédie, aventure et drame, et il aborde des thèmes tels que l'amitié, la loyauté, le courage et la poursuite de ses rêves. Le monde de One Piece est riche et diversifié, avec une grande variété de personnages intéressants, de combats palpitants et de mystères à découvrir. Et certains de ces personnages, hauts en couleur, sont inspirés de véritables personnes. Et j'ai fait une petite sélection, et je vais vous les présenter. Oui. Parlons premièrement de la légende des pirates de l'univers de One Piece, Gold Roger. Gold Roger est présenté comme le seigneur des pirates, celui qui a conquis le Grand Line, la route maritime dangereuse et mystérieuse de l'univers de One Piece, et qui a amassé le plus grand trésor au monde, connu sous le nom de One Piece. Gold Roger était le seul pirate à avoir réussi à atteindre la fin du Grand Line et à découvrir le légendaire trésor. La découverte du One Piece l'a conduit à être reconnu comme le seigneur des pirates. Après avoir atteint la gloire en devenant le seigneur des pirates, Roger a été capturé par la marine et condamné à être exécuté. Avant sa mort, il a lancé son célèbre discours, déclarant que le One Piece existe bel et bien et que quiconque veut le chercher est libre de le faire. La déclaration de Roger a provoqué l'ère des pirates, une période où de nombreux aventuriers se lancent dans le Grand Line à la recherche du trésor légendaire. L'une des conséquences de cette déclaration a été la formation de l'équipage du Chapeau de Paille, mené par Luffy, le protagoniste principal de l'histoire. Et comme vous avez pu le comprendre avec la miniature et l'intro de la vidéo, Gold Roger est inspiré par un véritable pirate, de la vie véritable, Olivier Levasseur. Olivier Levasseur, aussi surnommé la Buse, naît à la fin du XVIIe siècle à Calais en France. On ne sait pas grand-chose de son enfance. Il serait probablement le fils d'un corsaire ou d'un flibustier, mais rien n'est sûr à ce niveau-là. Les premiers faits avérés de la vie de Levasseur remontent en 1716, lorsqu'aux côtés d'un autre célèbre pirate, Benjamin Hornigold, il fait entrer Samuel Bellamy, alias Black Sam, dans la piraterie. Il fera ensuite partie de la réunion de Providence aux Bahamas, réunissant les plus grands des pirates de l'époque, qui prirent la décision de fuir les Caraïbes, à une époque où les différents pirates étaient chassés par leur nation d'origine. Il partira donc vers le golfe de Guinée, puis à Mayotte, où il s'échouera avec son navire, l'Indian Queen. Puis aux côtés des pirates, Edward England et John Taylor, ils mirent le cap vers les Indes, où ils pillent les navires croisant leur route, les cales pleines. Ils se dirigent alors vers l'île Bourbon, l'actuelle île de la Réunion. Et c'est là que l'histoire de la Buse nous intéresse. En avril 1921, en abordant l'île, il découvre un navire, la Vierge du Cap, un vaisseau amiral portugais de 800 tonneaux et 72 canons, amarré au port de Saint-Denis après avoir subi une sérieuse avarie. Le navire
est chargé de ramener Luis Carlos Ignacio Javier de Meneses, comte d'Ericeira, vice-roi des Indes orientales portugaises, au Portugal, ainsi que 10 ans de richesse accumulée. Coup de chance pour Taylor et la Buse, il n'y a à bord qu'une petite partie de l'équipage, et les deux pirates sautent sur l'occasion. Levasseur, habile stratège et redoutable pirate, utilise son navire bien armé pour attaquer la Vierge du Cap. L'abordage est une manœuvre risquée, car les pirates devaient monter à bord du navire ennemi, affronter l'équipage portugais et s'emparer du navire sans endommager le trésor qu'il transportait. L'ennemi attaque! L'ennemi attaque! Les détails précis de l'abordage varient selon les récits et les légendes. Cette histoire est devenue mythique au fil du temps. Selon certaines versions, la bataille aurait été sanglante, avec des combats féroces entre les pirates de Levasseur et les défenseurs portugais. Malgré la résistance acharnée des Portugais, les pirates finirent par prendre le contrôle du navire. Les deux pirates possèdent donc le navire et les richesses qu'il y avait à bord, et ils ne sont pas déçus. Or, diamants, épices, perles, meubles, étoffes et autres bois délicats. Et il est important de préciser que la valeur du butin à bord était colossale. On l'évalue aujourd'hui à au moins 4 milliards d'euros. La plus grosse prise de l'âge d'or de la piraterie. Forts de leur prise, ils reprennent la mer et continuent à piller. Tout ceci a dû leur monter à la tête, car ils deviennent plus sanguinaires, n'hésitant pas à incendier les navires pillés avec un équipage encore vivant à bord. Il va de soi que les autorités mettent tous leurs efforts dans la traque de la Buse et de Taylor. C'est au large des côtes africaines que l'entente entre la Buse et Taylor va prendre fin. Ils prendront des chemins différents, et Levasseur va s'installer à Madagascar, avec son butin, et met fin à sa carrière de pirate. Cependant, il est reconnu et arrêté, et emmené sur l'île Bourbon pour être jugé. Et la sentence est rapide, la mort. La mort par pendaison. Dans l'attente de son exécution, Levasseur va se confier à son geôlier, et il aurait dit « Avec ce que j'ai caché non loin d'ici, je pourrais acheter toute l'île ». Et ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd, car on lui propose de révéler l'emplacement du trésor en échange de sa vie, ce qu'il refuse. C'est le 7 juillet 1730 que la corde au cou lui sera passée. Mais avant le moment fatidique, il se serait saisi d'un papier qu'il aurait jeté dans la foule en s'écriant « Mon trésor, à qui saura le prendre ?» Puis il sera exécuté. Alors, qu'y avait-il d'inscrit sur ce fameux papier? Un cryptogramme, un message codé, qui aurait été destiné à indiquer l'emplacement du trésor, mais il est resté indéchiffré durant de nombreuses années. Certaines recherches archéologiques ont été entreprises pour tenter de localiser le trésor de la Buse, mais elles n'ont pas abouti à des découvertes significatives. Il est également possible que le trésor ait été trouvé au fil des siècles par des individus inconnus, sans que cela ne soit jamais confirmé ou rendu public. De nombreux chasseurs de trésors et aventuriers ont tenté de percer le mystère du trésor de la Buse durant des décennies, mais jusqu'à présent, personne n'a réussi à localiser avec certitude l'emplacement de celui-ci. Des rumeurs et des histoires persistantes prétendent que le trésor pourrait être caché à l'île de la Réunion ou aux Seychelles, ou même sur l'île Maurice. Quoi qu'il en soit, le mystère autour du trésor de la Buse continue de susciter l'intérêt des passionnés d'histoire et des chasseurs de trésors. Et l'idée de trouver le trésor perdu du légendaire pirate reste un fantasme fascinant pour de nombreuses personnes. Un élément clé de l'histoire de Gold Roger dans One Piece est la recherche du fameux trésor. Le trésor légendaire caché par Roger lui-même. De même, Olivier Levasseur est réputé pour avoir laissé un trésor inestimable caché quelque part. Et la légende du Code de la Buse énigmatique est associée à la recherche de ce trésor. Tant Roger que Levasseur ont laissé des énigmes et des mystères autour de leur trésor. Dans le cas de Roger, la recherche du One Piece est au cœur de l'intrigue de l'anime et du manga, tandis que les indices laissés par Levasseur ont, eux, alimenté la quête de son trésor dans la vraie vie pendant des siècles. Tant l'histoire de Gold Roger et de Olivier Levasseur implique des chasses au trésor. Dans One Piece, l'équipage de Roger a voyagé à travers le Grand Line, à la recherche du One Piece. De même que plusieurs chasseurs de trésors réels ont parcouru une partie du globe pour retrouver le trésor de la Buse. Le cœur du récit de One Piece est bien entendu le lien qui unit les membres de l'équipage de Luffy.
Et si on parle de l'équipage de Chapeau de Paille, comment ne pas parler de sa première recrue, Zoro. Zoro, connu sous le nom complet de Roronoa Zoro, est l'un des personnages principaux du manga et de l'anime One Piece créé par Eiichiro Oda. Il est l'un des membres les plus importants de l'équipage au chapeau de paille. Zoro est un personnage sérieux, déterminé et plein de principes. Il se fixe un objectif clair dans sa vie, devenir le meilleur escrimeur du monde. Il est très loyal envers Luffy et ses compagnons, prêt à risquer sa vie pour les protéger. Malgré son comportement parfois austère, il est aussi capable de montrer de l'humour. Et il s'entend bien avec les autres membres de l'équipage. Sa force, sa vitesse et sa précision en font un adversaire redoutable. Il est capable de découper des bâtiments entiers ou de défier des adversaires surpuissants. Au fur et à mesure de l'histoire, Zoro devient de plus en plus puissant grâce à son entraînement et à sa détermination à devenir le meilleur escrimeur du monde. Avant de rejoindre l'équipage de Luffy, Zoro était un chasseur de pirates. Lorsqu'il rencontre Luffy pour la première fois, celui-ci lui propose de rejoindre son équipage, ce qu'il accepte après avoir été impressionné par sa détermination et son rêve de devenir roi des pirates. Roronoa Zoro tient son prénom du pirate français François Lolonais. En japonais, Lolonais se prononce Roroné. Et ce pirate a donc véritablement existé. C'est un pirate qui aura forgé sa légende à travers le fer et le sang. De son vrai nom, Jean-David No est né en 1630 au Sable d'Olonne. Et oui, il y a encore un français. Et mis à part ça, et encore on n'est pas sûr non plus, on ne sait pas grand chose sur sa jeunesse. C'est en 1655 qu'il devient boucanier dans les Antilles, vers Saint-Domingue. Un boucanier était un type de marin qui opérait principalement dans les Caraïbes, au XVIIe siècle. Le nom de boucanier vient du mot boucan, qui désignait une technique utilisée par ces pirates pour préparer la viande. Ils faisaient sécher la viande de bœuf ou de porc sur des grilles en bois appelées boucans, pour la conserver durant leurs expéditions en mer. Mais son quotidien et le peu de ressources que celui-ci lui offre va vite le lasser, et va alors prendre la mer afin de devenir flibustier. Il va alors faire cap sur l'île de la Tortue. Mais qu'est-ce qu'il fout là-bas? Faut toujours qu'il se fasse remarquer. Gouverné par un certain Frédéric Deschamps de la Place, c'est un repère de pirates de toute origine, ou presque. Oui presque, parce que tous les pirates ont une dent contre les Espagnols. Son emplacement stratégique dans les eaux chaudes et riches en navires marchands a attiré les flibustiers du monde entier. L'île est rapidement devenue un marché noir, pour la revente du butin volé aux marchands. Les pirates échangeaient leurs prises contre de l'argent, des armes et des provisions. Et François Lolonais, parmi ces nombreux pirates, va se faire un nom. Il devient un capitaine et va enchaîner les pillages. Et ceux-ci vont commencer à ramener un sacré pactole. Cependant, un jour, au large des côtes mexicaines, le navire de Lolonais va être coulé par des Espagnols. L'équipage survivant est traqué. Et tous sont massacrés hormis Lolonais, qui parvient à simuler sa mort, en se barbouillant de sang et se cachant sous les cadavres. Il va par la suite s'emparer d'un uniforme espagnol et regagner, avec des esclaves locaux, l'île de la Tortue. Il va vouer dès lors une haine viscérale envers les Espagnols. Il va monter une expédition et partir en mer chasser les navires espagnols. Et quand je parlais de haine viscérale, je ne plaisantais pas, car on rapporte des faits de violence extrême de sa part. Certains témoignages rapportent. Il avait pour habitude de tailler en pièces et d'arracher la langue aux personnes qui n'avouaient rien sous la torture. S'il l'avait pu, il aurait aimé procéder de même avec tous les Espagnols. Souvent, il arrivait que quelques-uns de ces malheureux prisonniers, sous la torture, promettent de montrer l'endroit où se cachaient leurs compatriotes avec leurs richesses. Ensuite, s'ils ne trouvaient pas cet endroit, ils mouraient d'une mort plus cruelle que leurs camarades. Lors d'un abordage, François Lolonais aurait lui-même décapité de nombreux marins espagnols du navire. Et avant chaque exécution, il léchait le sang sur la lame de son épée. Lolonais, à ces mots de bourreau et de pendre, devint tout furieux. Dans ce moment, il fit ouvrir l'écoutille par laquelle il commanda aux Espagnols de monter un à un. Et à mesure qu'ils montaient, il leur coupait la tête avec son sabre. Il fit ce carnage seul, et jusqu'au dernier. Il est raconté qu'un jour, François Lolonais ouvrit la poitrine d'un Espagnol d'un coup de sabre, et lui arracha le cœur encore palpitant. Où est le cœur? Où il est le boum boum?
Il arrachait la langue de ses prisonniers, il les découpait en morceaux à coups de sabre. Les Espagnols auraient préféré rencontrer le diable sous n'importe quelle forme, plutôt que de se trouver en présence de l'Olonais. Le seul bruit de son nom dépeuplait les villages, et l'on affirmait que les souris se sauvaient dans la jungle à son approche. Un jour où il avait particulièrement soif de sang, il ordonna de disposer sur un rang 87 prisonniers, pieds et poings liés. Puis il se promena le long de la file, tenant une pierre à aiguiser à la main et un long sabre de l'autre. Il coupa 87 têtes. Inutile de dire que son surnom de fléau des Espagnols lui allait plutôt bien. La venue de François l'Olonnais à Maracaibo en 1667 est l'un des événements les plus marquants de sa carrière de pirate. À l'époque, Maracaibo était une ville prospère, située sur la côte nord-ouest du Venezuela, en Amérique du Sud. Elle était un centre commercial important, et était bien connue pour ses richesses et ses trésors. Il débarque donc avec 8 navires et 500 hommes. L'Olonnais et ses hommes ont donc débarqué près de la ville, et ont rapidement avancé pour la capturer. Ils ont affronté une faible résistance de la part des forces locales. Les pirates ont pris d'assaut la ville, en chassant et tuant les défenseurs, et prenant le contrôle de Maracaibo. Une fois la ville entre leurs mains, les pirates ont commencé à piller et à saccager. Ils ont emporté un butin considérable, volant des richesses, des bijoux, de l'or, de l'argent et tout ce qu'ils pouvaient transporter sur leur navire. Ils vont comme cela, pendant plusieurs semaines, récupérer le moindre trésor, massacrer jusqu'au dernier homme et s'emparer de la moindre ressource. La prise de Maracaibo a été extrêmement lucrative pour les pirates, et a consolidé la réputation de François l'Olonnais en tant que pirate redoutable. Il est devenu l'un des flibustiers les plus redoutables, respectés et craints de son temps. Et sa soif de sang va le pousser à repartir au massacre. Et cette fois, il va décider d'attaquer l'actuel Nicaragua. Oui, un pays. En 1667, il repart en expédition avec 7 navires et environ 600 hommes, et sur son passage, il massacre tout ce qui bouge, à base de torture et de décapitation. Mais les prises de navires, en chemin, sont peu lucratives, et la cruauté de François l'Olonnais commence à inquiéter son équipage, et une partie de celui-ci décide de quitter l'Olonnais pour rejoindre l'équipage d'un autre pirate célèbre, Henry Morgan. Pourtant, l'Olonnais continue son chemin avec seulement la moitié de ses hommes, jusqu'au jour où il échoue son navire sur un banc de sable. Ne parvenant pas à le remettre à flot, lui et son équipage vont passer 6 mois sur place. Et comme si cela ne suffisait pas, ils subirent les assauts répétés des indigènes. Et l'équipage réduit et épuisé seront capturés par les indigènes. Et comment vous dire, il se trouve que ces indigènes ont un régime alimentaire particulier, la viande humaine. Ouais. Et c'est comme ça que le terrible François l'Olonnais, le fléau des Espagnols, finira en paupiette. Parce qu'on peut la manger avec les doigts. Et moi j'aime bien manger avec mes doigts, comme ça là, m'en mettre plein la bouche. Bien sûr, on n'est pas certain à 100% que la vie de l'Olonnais se termine ainsi. Mais c'est ce qui ressort le plus dans les récits entourant sa vie. Il est important de noter que l'histoire des pirates est entourée de mythes et de légendes. Mais François l'Olonnais est l'un des personnages historiques les plus importants de l'histoire de la piraterie. En plus donc de la similitude entre leurs noms, si on tient compte de la prononciation japonaise, les deux personnages, en plus d'être devenus des pirates, excellents dans l'art du combat et craints par leurs ennemis. L'un et l'autre ont fait du sale. Et l'un et l'autre sont très craints, leur réputation les ayant précédés. Mais Zoro, lui, se bat aux côtés de Luffy et des autres membres de l'équipage contre de puissants ennemis, notamment des membres du gouvernement mondial, des pirates redoutables et des ennemis surnaturels. Lui, contrairement à l'Olonnais, défend toujours ses amis et est prêt à faire n'importe quoi pour atteindre son objectif et protéger ceux qui lui sont chers. Zoro est un des personnages les plus emblématiques de One Piece et reste l'un des favoris des fans grâce à sa personnalité, son style de combat unique et son dévouement à ses amis. Je sais pas si on peut en dire autant de l'Olonnais. Marshall D. Teach, plus couramment appelé Barbe Noire,
et le capitaine de l'équipage de Barbe Noire et l'un des 4 empereurs, les pirates les plus puissants du Nouveau Monde. Autrefois, il était membre de l'équipage de Roger, le roi des pirates, où il a acquis une connaissance approfondie sur l'histoire cachée du monde, notamment sur le One Piece. Barbe Noire est incroyablement ambitieux et rêve de devenir le roi des pirates en trouvant le légendaire trésor du One Piece. Il est prêt à tout pour atteindre son but, même s'il doit défier les autres empereurs, affronter la marine ou trahir ses anciens camarades. Il est réputé pour sa ruse et sa capacité à manipuler les autres pour servir ses intérêts. Barbe Noire est prêt à utiliser des tactiques sournoises et des complots pour éliminer ses adversaires et accroître son pouvoir. Barbe Noire n'a aucune pitié envers ceux qui se dressent sur son chemin. Il est prêt à tuer et à sacrifier quiconque entrave ses projets, ce qui en fait un adversaire redoutable et craint dans le monde de One Piece. Là, pour le coup, le vrai pirate qui a inspiré le personnage, tout le monde le connaît. Alors j'ai récemment fait une vidéo sur Barbe Noire. Je vais donc faire une version plus courte. Et si vous souhaitez en savoir plus sur lui, je vous renvoie sur la vidéo en question. Cependant, parlons tout de même du plus célèbre des pirates. Edward Teach est né vers 1680 en Angleterre, et on en sait peu sur lui, comme c'était le cas pour les pirates précédents. Il a pris la mer, et très vite, il va devenir corsaire. En gros, un pirate qui a l'autorisation de son pays de piller les navires des nations ennemies. Mais lorsque les conflits cessent entre les pays, le pouvoir n'a plus besoin de ces corsaires. Et ceux refusant de se ranger sont donc considérés comme des pirates, des hors-la-loi, et sont chassés. C'est le cas de Teach. Teach va d'abord servir aux côtés du pirate Benjamin Hornigold, le même pirate dont j'ai parlé plus tôt, ayant des liens avec François l'Olonnais. Le monde de la piraterie est si intime. Et à ses côtés, Teach va s'emparer d'un navire négrier appelé le Concorde. Et Teach a tellement impressionné Hornigold qu'il héritera de titre de capitaine de ce même navire. Il va l'armer plus lourdement et le rebaptisera le Queen Anne's Revenge. Teach va rassembler un équipage important au sein de son nouveau navire et va commencer à sillonner les mers en quête de bâtiments à piller. Et le pirate sera efficace. Il va se faire un nom dans le monde de la piraterie, Barbe Noire. L'homme abordait en effet une épaisse barbe noire qui dissimulait son visage de moitié. Barbe Noire, aimant se donner en spectacle pour impressionner ses adversaires, glissait des mèches à canon dans son épaisse barbe, qu'il allumait pour en faire jaillir une épaisse fumée. Cela lui donnait un aspect inquiétant qui intimidait l'ennemi. Et si on peut dire une chose, c'est que c'était efficace. Car quand les navires abordés reconnaissaient le pavillon de Barbe Noire, il était courant que ceux-ci abandonnent et se rendent, craignant l'équipage du terrible pirate. Et cela arrangeait bien Barbe Noire, car contrairement à ce qu'on pouvait penser, il détestait les bains de sang. Il va enchaîner les pillages et accumuler des richesses, si bien qu'il va finir par vouloir se ranger, le goût de la piraterie se faisant moins intense au fil des années. Il fera même échouer volontairement le célèbre Queen Anne's Revenge. Il va mener une vie tranquille durant quelques temps avant de reprendre du service en tant que corsaire pour un gouverneur local. Le problème, c'est que sa réputation le précède et que son retour en mer est signalé aux autorités. Et un certain Robert Maynard, officier de la Royal Navy, est missionné pour l'arrêter. Maynard qui donnera son nom à un personnage brièvement apparu dans le manga, Maynard, un participant qui s'est inscrit au tournoi du Colisée Corrida sous le nom de Capman. Maynard va traquer Barbe Noire jusqu'à l'île où celui-ci a élu domicile. Les deux hommes engagent alors le feu avec leur navire. Puis vint le moment de l'abordage, et les hommes de Maynard sont sans pitié avec l'équipage de Barbe Noire. Mais Teach est fidèle à sa réputation, et le visage entouré de fumée, un pistolet dans une main et un sabre dans l'autre, se jette dans la bataille avec rage. La bataille est féroce, car il prend de nombreux coups de sabre et de nombreux coups de feu, mais cela ne calme pas sa folie meurtrière. Son ultime but est simple, éliminer Maynard. Et un combat s'engage entre les deux hommes, et Barbe Noire finit par prendre le dessus. Mais il est achevé par un homme de Maynard. Barbe Noire tombe au sol dans une mare de sang, entouré d'une fumée qui peu à peu s'estompe, et finit par s'éteindre. C'est ainsi que finit le plus célèbre des pirates. Il sera décapité, son corps jeté à la mer, et sa tête ornant le navire de Maynard. Le règne de Barbe Noire prend fin,
tout comme l'âge d'or de la piraterie. Tout au long de l'histoire de One Piece, Barbe Noire reste un personnage central avec des ambitions grandissantes. Il continue sa quête du One Piece en révélant des défis toujours plus grands et en s'imposant comme l'un des principaux antagonistes de la série. Il va sans dire que le personnage de l'œuvre de Oda est aussi légendaire que le pirate dont il est inspiré. Dans cette vidéo, je ne vous ai parlé que de 3 personnages du manga, inspirés de personnages réels. Pourtant, ils sont loin d'être les seuls, car en faisant mes recherches, je me suis rendu compte qu'ils étaient extrêmement nombreux dans le manga. Et ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo, si elle vous plaît. En attendant, je vous invite à aller voir les autres vidéos et formats de la chaîne. Vos visionnages, vos likes, vos commentaires et vos partages font avancer la chaîne. Merci pour ça, et en attendant une prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt.